Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'analyste, l'expert et l'enseignant-chercheur sénégalais Bakary Samb, fondateur entre autres de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique et directeur régional du think tank Timbuktu Institute à l'occasion de la parution en janvier dernier de son nouvel ouvrage, dernier livre, Le Maroc africain, trajectoire d'une ambition continentale, une immersion et une analyse approfondie de l'histoire des relations entre le Royaume du Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne ainsi que son engagement dans le développement tous azimuts du continent. Bakary Samb, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de la famille de toute façon parce que vous animez une chronique sur Médien TV à Afrique, donc vous êtes de la famille. Bonsoir et vraiment merci de cette invitation chez moi à Médien TV avec lequel nous avons développé un partenariat durable, cette jonction stratégique entre un média panafricain, le Médien TV et Timbuktu Institute pour la valorisation du savoir africain et la lecture de l'actualité africaine selon notre agenda et selon notre perspective africaine. C'est très très appréciable partout sur le continent et je vous en remercie encore de ce partenariat. Non, c'est nous qui vous remercions et nous sommes dans le cœur de ce sujet justement parce que votre livre que vous avez intitulé, c'est pas la première fois. Bon, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire du Maroc, les liens avec son continent, notre continent. Mais moi, le titre m'interpelle parce que c'est le Maroc africain. Est-ce qu'on a besoin d'insister ou de rappeler cette appartenance? Je sais que vous l'avez fait sciemment. Pourquoi? Je l'ai fait parce qu'il y a une forme d'africanité assumée du Maroc dans l'ensemble du Maghreb et dans l'ensemble du monde arabe. Vous savez, j'étais un peu embêté parce que quand on dit Afrique et le monde arabe, vous savez qu'un Arabe sur 3 est africain et 3/4 géographiquement de ce qui s'appelle le monde arabe se trouve géographiquement en Afrique. Mais le Maroc a cette particularité d'une africanité assumée. Et ça me rappelle une assertion de Feu Sa Majesté le roi Hassan II qui disait que le Maroc a cette particularité d'être comme un arbre dont les racines sont plongées sur le sol africain et les branches peuvent s'ouvrir à la Méditerranée ailleurs, mais les racines sont africaines. Cette africanité assumée m'a poussé à mettre cet adjectif africain que j'ai rajouté à ce titre. Oui, alors ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur ce sujet. Vous avez déjà publié de nombreux ouvrages dont Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc. Pourquoi c'est un sujet qui vous passionne et parce que là, vous êtes revenu à la charge, mais avec beaucoup plus de détails, et vous remontez dans l'histoire et vous analysez plusieurs aspects, l'époque contemporaine, mais c'est aussi parce que c'est important de comprendre le passé. Pourquoi ça vous passionne? Pourquoi le Maroc vous intéresse tant comme sujet de recherche? Parce que vous êtes chercheur avant tout. Absolument, comme sujet de recherche, le Maroc m'a toujours intéressé lorsque je faisais ma thèse et quand j'ai débarqué ici au Maroc en tant que chercheur. J'ai vu tout de suite, avant d'aller même dans les bibliothèques, cette africanité qui me revenait avec, quand je vois l'architecture, ça me rappelle Tombouctou. Je me dis, tiens, ça me rappelle Djenné. Tiens, ça me rappelle le Songhai. Donc je me dis, ce pays-là est un peu spécial, je vais m'y intéresser. Parce que certainement, une partie de mes racines africaines est ici. Et certainement, dans cette interaction historique qui date depuis très longtemps, le Maroc a cette particularité d'avoir interagi très tôt et avec le continent africain, depuis les Almoravides, depuis les Almohades. Et quand je parle des Saadiens de Marrakech, des Mérinides de Fès, et quand on regarde cette part d'africanité dans l'architecture, dans la vie quotidienne. Vous savez que les minarets de la Bournania et de la Qarawine à Fès, une partie a été réalisée avec du bois venant déjà d'Afrique. Donc c'est un pays qui a cette particularité d'être complètement plongé dans les racines africaines. Ça, c'est un. La deuxième chose, ce pays m'intéresse parce que nous sommes dans un cadre mondialisé où tous les continents sont à la recherche de modèles et de champions. Et le Maroc se positionne comme étant un bridge power, c'est-à-dire que ce pays-là, qui est un modèle de développement qui pourrait inspirer le reste du continent, mais qui, dans sa politique quotidienne stratégique, tire le continent avec lui pour aller vers cette émergence. C'est un pont pour un levier pour une Afrique puissante. Absolument, pour une Afrique puissante, une Afrique décomplexée, ambitieuse et qui revendique aussi bien son passé historique. Mais aussi qui se projette dans l'avenir. On a vu que dernièrement, toute la géopolitique a changé, tous les équilibres ont changé et
l'Afrique, c'est une Afrique décomplexée vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis de l'histoire avec les colons. Et c'est une Afrique qui s'émancipe et qui s'assume et puis qui se développe, qui va en avant avec les pays africains. Absolument. Bien sûr, toujours avec des partenariats, avec le monde, ouvert sur le monde, mais la force et la richesse est ici. Absolument. Nous sommes dans une période charnière, extraordinaire pour le continent, où on doit saisir une opportunité. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, on s'était retrouvé dans ce contexte où le basculement géostratégique du continent africain vers quelque bloc que ce soit peut changer la nature du rapport de force sur l'échelle internationale. Cela fait que certains disent que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, mais je dis que c'est le continent du présent. Oui. Et dans cette Afrique-là, on a besoin de modèles de développement. On a besoin de modèles qui tirent le reste du continent vers cette émergence tant rêvée par les Africains. Et aujourd'hui, il y a une alliance de circonstances qui est là, qui fait que l'Afrique peut saisir sa chance et le Maroc a montré la voie comme un modèle qui pourrait inspirer le reste du continent. On va parler de ce livre qui est très, 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 très dense et qui est un véritable document et que vous avez choisi de décliner en 4 grands chapitres. Vous commencez par la partie historique comme base et vous remontez, que vous avez intitulé « Entre poids de l'histoire et interaction transsaharienne ». Et là, vous remontez très, très loin, jusqu'au commerce silencieux, la guerre sainte, l'époque des Saadiens. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Sur quoi vous vous êtes basé? Quel document pour élaborer et écrire cette première partie? Vous savez, dans l'ouvrage, je voulais aussi montrer que la tradition universitaire occidentale était un petit peu en retard sur la connaissance du continent. C'est-à-dire que le plus vieux émissaire occidental, à part les explorations qui sont restées sur les côtes, le plus vieux émissaire européen qui arrive sur le continent à Tombouctou, c'est René Caillé au 19e siècle, c'est-à-dire 8 siècles après l'historien arabe Al-Bakri. Donc cette histoire ignorée. Et on a l'impression que l'histoire de l'Afrique commence avec son contact avec l'Occident, alors qu'il y avait tout un ensemble de récits historiques qui étaient là. La deuxième chose, c'est que le Maroc illustre parfaitement ce fait que le Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, mais une véritable mer intérieure. Je la décris comme une mer intérieure qui a toujours invité à passer de rivage. La majorité des dynasties, absolument. Absolument. Quand on parle, je parle des Saadiens de Marrakech, mais surtout l'histoire de Mansour. Mansour al-Dhahabi m'a beaucoup intéressé. Après la victoire du Maroc contre le Portugais Don Sébastien, cette ambition d'aller voir au-delà, et ce qui a amené la bataille de Tondibi à la fin du XVIe siècle, qui a été un épisode assez intéressant, discuté par les historiens marocains et ouest-africains, mais qui montre qu'il y a eu ces relations-là jusqu'à l'arrivée d'Ahmed Baba de Tombouctou à Marrakech, où il est resté enseigné pendant 14 ans. Donc ces interactions dont on parle aujourd'hui, lorsque certains s'étonnent de cette implication marocaine au sud du Sahara, c'est que c'est une parfaite ignorance de cette histoire. Eh bien, j'ai voulu mettre en exergue cette histoire-là, aussi bien pour montrer que ça date de très longtemps, mais aussi pour la nouvelle génération qui ignore un petit peu les liens historiques et qui découvre l'Afrique sous le sceau du business et de l'économie, mais qui doit être imprégnée de cette histoire parfois méconnue. Alors, vous ne vous contentez pas de nous relater l'histoire, nous faire découvrir, il y a des faits qu'on ne connaît pas, mais vous vous posez beaucoup de questions, parce que dans le chapitre d'histoire, il y a plusieurs parties, et puis vous analysez, vous vous posez des questions comme le Maroc, régulateur africain, simple vision saadienne. Vous vous posez la question, est-ce qu'il a été un régulateur ou pas? Il y a aussi ce questionnement, cette remise en cause. C'est pas juste un chapitre où vous relatez de l'histoire. Vous remettez les choses à leur place, vous contestez des choses, vous... Absolument, je me mets en dialogue, je ne conteste pas, je me mets en dialogue. J'ai eu la chance, durant mes recherches, d'arriver ici, jeune étudiant, quand faisais ma thèse en France, d'arriver ici comme un chercheur. Et je tombe sur l'époque des grands historiens, en tout cas, il y en a encore, marocains comme Fatima Harak et d'autres. J'ai côtoyé des géographes, des politistes marocains avec qui j'ai eu à dialoguer. Et Fatima Zahra Tamour, qui m'a beaucoup aussi marqué, notamment sur les liens entre la région du Sahara marocain et la profondeur africaine de ce royaume. Donc, je suis imprégné de cette histoire-là. Mais je relate ces débats
qui ne nous opposent pas, mais qui nous font dialoguer de part et d'autre du Sahara, comme j'ai dit, et que le Maroc a joué plusieurs rôles. Déjà dans la transmission du rite malikite, Oui. dans ce qu'on appelle cette réforme avec les Almoravides, mais plus tard aussi cette aventure saadienne qui est critiquée par certains historiens, dont Modi Sekene Sissoko, ce qui nous fait dialoguer dans notre histoire. Cette histoire-là qui est une histoire millénaire, mais qui a des péripéties, mais que nous assumons et que par-dessus tout, nous ne devons pas en faire simplement un sujet de controverse, mais un socle pour construire ensemble l'avenir. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que aussi il faut porter un regard décomplexé sur notre histoire. Pareil, comme on porte un regard décomplexé, comme une Afrique qui se décomplexe, eh ben, elle va regarder son histoire, son passé, sans complexe, sans tabou. Qui assume son passé, mais Absolument. qui ne s'enferme pas dans ce passé-là, Oui. qui en fait un socle pour construire l'avenir. Ce passé-là, c'est le Mandingue qui dit que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Oui. Et je pense que c'est cela. Ce sont ces racines historiques, ce sont ces ressources symboliques Oui. qui aujourd'hui font cette particularité des relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique subsaharienne. Et effectivement. Alors, il y a le chapitre 1er qui est une base de compréhension pour comprendre ce qui suit après. Dans le 2e chapitre, vous parlez justement des constantes religieuses et de l'influence marocaine au sud du Sahara. Vous en avez parlé. Ce n'est pas que les confréries, c'est déjà le rite malékite, c'est déjà... Et puis, vous parlez du capital symbolico-religieux comme levier pour ce que vous appelez l'offensive diplomatique et économique. À quel point ce capital religieux a-t-il été mis en service ? Est-ce que c'est valable pour tous les pays pour la consolidation des liens diplomatiques ? Je ne parle pas que d'aujourd'hui, je parle même des siècles précédents. Vous savez, la particularité, quand on regarde des pays qui essayent d'avoir une certaine influence en Afrique, comme le Qatar ou d'autres pays qui ont, sur le plan économique, auraient même plus de moyens que le Maroc, etc. Mais l'influence du Maroc, on la voit sur le plan religieux, avec le rite malikite, le tasawwuf sunnite, le dogme acharite. On le voit aussi avec les efforts des sultans marocains successifs sur l'édition des ouvrages du malikisme. On l'a vu jusqu'à présent, récemment, les œuvres de Seydi Hadji Malick Sy ont été, les œuvres complètes, rééditées par le roi du Maroc. Donc, on voit que cette notion de commanderie des croyants, qui non seulement n'est pas une réalité marocaine, mais qui est revendiquée. Oui. L'ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais, Aïssata Tall Sall, mais aussi l'imam Dicko du Mali, je pense que c'est autour de ce socle-là. Mais le Maroc ne s'est pas limité là. Autour des ressources symboliques aussi, il y a le commerce, il y a cette histoire commune. C'est pas seulement le religieux, mais je pense que ça a été une implication du continent dans la construction, une implication du royaume dans la construction de l'Union africaine, le groupe de Casablanca, mais aussi même au moment où le Maroc n'était pas dans l'Union africaine, avait quitté l'Union africaine après 1984, il y avait ce qu'on appelle le bilatéralisme sélectif, où la diplomatie marocaine a pu construire quelque chose sur les relations personnelles, des relations très puissantes avec Senghor. D'ailleurs, cette année, c'est le 60e anniversaire de la convention d'établissement liant l'État du Sénégal et le Maroc, mais aussi des amitiés comme avec Omar Bongo, Sékou Touré, les relations personnelles. C'est-à-dire que ce qui est fascinant dans l'étude des relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, c'est le poids des relations personnelles. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension humaine derrière cette apparence de conquête diplomatique, etc., qui va de soi, mais je crois que c'est ça la particularité. C'est ça. Il y a une chose très importante, c'est que ces relations ont été ininterrompues. Ce socle a résisté même pendant l'époque coloniale. Absolument, dans l'époque coloniale. Il y a tout fait, le colonialisme, pour couper l'Afrique, la charcuter, séparer les peuples. Oui, cette vieille géopolitique qui voulait parler d'une Afrique blanche et d'une Afrique noire, qui ignorait la réalité du Sahara comme étant une terre de jonction et de traversée. Et là, il fallait battre en brèche cette théorie-là pour montrer que même pendant l'époque coloniale, notamment entre les deux guerres, où la France était un petit peu obnubilée par l'influence de la Turquie après l'alliance entre l'Empire ottoman et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et au cours de cette période où il y avait les formes de nationalisme maghrébin, autant d'Al-Fassid, Abou Chouaib Doukali, etc. Cette période du nationalisme marocain, les Français voulaient éviter une contagion de ce nationalisme marocain
en Afrique subsaharienne. Et donc, pendant la traversée de ces pèlerins qui allaient à la Mecque, mais qui s'arrêtaient forcément à Fès, oui. il y avait un certain contrôle de l'administration coloniale, mais qui n'y pouvait rien, parce que la circulation des savoirs, des livres avec les grandes familles de Fès, les Kétani et d'autres, les Lahlou, les Barada, les Benjeloun, qu'on retrouve à Saint-Louis, ça fait que la dimension humaine a pu vaincre même toutes les restrictions coloniales et a pu consolider ses relations avec une continuité historique. Absolument, il y a toujours eu cette continuité. Le Maroc a été parmi les fondateurs de l'organisation de l'Union africaine de l'OUA. Avant de se retirer, après, il est retourné à la maison. Et puis on se rappelle toujours de cette phrase qu'il est beau le jour de Sa Majesté Mohamed VI. J'ai pas envie de ne pas dire la phrase agréable le jour, en tout cas, de revenir à la maison chez soi. Mais il y a eu justement un grand tournant avec l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI, et vous dites que c'est un déclic et c'est un grand tournant continental dans le positionnement du Maroc et dans son engagement dans l'Afrique. Autant depuis le temps du roi Mohamed V, que je rappelle, à son retour d'exil de Madagascar, a tenu à faire escale à Dakar. Oui. Et au temps du roi Hassan II, il y avait cette volonté aujourd'hui de construire cette relation. Mais il y avait des signaux. La création de l'Institut d'études africaines de Rabat, la création de la Ligue des oulémas du Sénégal et du Maroc, créée au sein du Parlement marocain à l'époque, en 1985, le colloque de Fès sur la Tijania, et d'autres signaux. Et je rappelle que la Grande Mosquée de Dakar, inaugurée en mars 1964 par le roi Hassan II et le président Senghor, et où il avait tenu à envoyer son architecte personnel, Gustave Collet, pour faire cette mosquée, pour montrer qu'il y avait une continuité. Mais l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI a été un déclic. C'est-à-dire, là, il y avait une vision, là, il y avait des signaux, mais il était dans la mise en perspective, avec ses voyages multipliés au sein du continent, le nombre d'ambassades ouvertes, etc., qui montraient qu'il y a un shift vers l'Afrique qui était déterminant et qu'il avait dit que ce shift est irréversible. Et cela a été matérialisé maintenant avec notamment les efforts de l'Agence marocaine de coopération internationale, avec les étudiants, les échanges, mais aussi avec tout un ensemble d'efforts pour booster vers l'économie et booster aussi ces relations pour aller ensemble faire face aux défis de notre monde contemporain. Justement, vous le relevez, ce qui est important, c'est qu'au-delà des liens personnels dont vous avez parlé et qui remontent à très loin, c'était avec Feu Hassan II, Feu le roi Mohamed V et puis avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais il y a aussi un pragmatisme. Donc c'est ça qui est important, et qu'il y a l'ère de nouveaux enjeux économiques et géostratégiques pour le continent. Donc c'est bien qu'il y ait un socle spirituel, c'est bien qu'il y ait des affinités, mais il y a ça, mais il y a cet intérêt commun et géostratégique avec tout le chamboulement qu'on connaît dans le monde. D'abord, pour Sa Majesté Mohamed VI, il y a cette vision d'une coopération sud-sud à laquelle il croit beaucoup et qu'il a matérialisé par ses voyages, etc. Mais aussi par les liens personnels et même cet effort pragmatique de retour à la maison africaine, parce que nul ne mérite un siège plus que le Maroc à l'Union africaine au regard de ses efforts incommensurables au sein du groupe de Casablanca pour la naissance de l'Union africaine. Après, il y a eu aussi les réalités géopolitiques. Et le Maroc étant un pays qui n'a pas forcément un pied stratégique dans le Sahel, mais a su développer quelque chose, notamment dans la prévention du radicalisme, avec la fondation des oulémas, avec tous les efforts qui sont fournis dans ce sens. Mais je veux dire qu'il a pu voir quelles étaient les convergences possibles avec le Nigeria, par exemple, où les relations n'étaient pas très simples au début, mais avec ce pragmatisme de la diplomatie marocaine, avec la mise en perspective de la complémentarité. Buhari arrive au pouvoir, il a un problème. Il veut développer l'agriculture, il a besoin des engrais. C'est plus facile pour lui de l'acquérir par le Maroc que par l'Europe. Le Maroc aussi avait cette vision de faire le gazoduc qui part du Nigeria, etc., pour bâtir des synergies et des convergences. Je pense que cette stratégie-là, comment le Maroc est parti à partir des ressources symboliques, en faire un capital symbolique, converti en capital diplomatique et en capital économique pour la redynamisation de la coopération, ça a été quelque chose de phénoménal. Je pense qu'il a pu booster cette relation avec une mise en perspective, une mise en commun de ce que nous avons ensemble, de ce que l'Afrique pourrait faire dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, où l'Afrique change de statut. Et c'est là où le Maroc se positionne comme étant un bridge power
qui fait le pont entre l'Europe et l'Afrique, oui. mais aussi en incarnant cette africanité une ouverture sur l'Atlantique dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Oui, l'ouverture sur l'Atlantique avec cette initiative lancée par Sa Majesté Mohamed VI qui voulait désenclaver les pays sahéliens, mais aussi connecter ce corridor atlantique. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, au moment où le Sénégal va exploiter ses ressources gazières, avec les possibilités offertes par le GNL, les relations avec la Côte d'Ivoire, une relation stratégique. Quand on va à Abidjan, on voit cette marque d'une coopération sud-sud, le savoir-faire mise en commun. Et je pense que c'est tout cela qui fait qu'il y a une particularité dans cette diplomatie marocaine avec la vision de Sa Majesté Mohamed VI, mais mise en perspective par de grands diplomates, au-delà des seules questions classiques de la diplomatie marocaine, mettre les échanges économiques, les échanges intellectuels, mais aussi surtout la construction d'un esprit sud-sud, mais partant de l'Afrique comme ça. Il y a un volet très très important, il y a justement cette coopération, il y a la finance, l'énergie, mais il y a aussi, rappelez que le Maroc comme nouveau pourvoyeur de sécurité en Afrique, avec ces temps instables, avec la montée des extrémismes et tout ça dans la région du Sahel, le Maroc, mais avec d'autres pays, pour ce partenariat, c'est important parce que sans sécurité, sans stabilité, il n'y a pas de développement économique, il n'y a rien. Oui. Donc, absolument. Comme le disait l'ambassadeur Hassan Nasseri, l'ambassadeur du Sénégal, du Maroc au Sénégal, lors de la présentation de ce livre au Sénégal devant les diplomates et certains chercheurs, il disait que entre le Maroc et l'Afrique, on a toujours su partager ce qu'on a de bon d'un côté ou de l'autre, cette mise en commun des synergies. Mais je crois que ce pouvoir de sécurité, mais au sens sécurité humaine, on a vu pendant la Covid le geste qui a été celui du Maroc en solidarité avec les peuples africains, la question du vaccin, etc., pour se dire que l'Afrique peut se mettre ensemble pour jouer un rôle important, mais aussi la sécurité alimentaire avec le développement de l'agriculture, avec le rôle de l'OCP sur la production des engrais et le développement de l'agriculture sur la région. En fait, mettre à la disposition des Africains des produits stratégiques tels que les fertilisants, etc., pour développer l'agriculture, mais aussi le secteur bancaire qui aujourd'hui a une avancée fulgurante sur le continent avec le développement des banques marocaines qui sont des banques africaines. Oui. Je pense qu'il y a eu quelque chose de très important. Mais je dis que, d'où la nécessité de rappeler la dimension historique, je dis souvent à nos amis marocains, vous savez, entre vous et nous, au début, il n'y a qu'un lien, le lien historique, le lien spirituel, le lien culturel. Mais après le lien, le bien est venu, l'économie. Oui. Faisons tout pour la préservation des liens pour que le bien ne détruise pas le lien. Et je suis optimiste. Je pense qu'il y a une conscience de cette importance du lien et que ce livre-là a été fait quelque part aussi pour les nouvelles générations, pour s'imprégner de cette histoire, pour savoir que entre le Maroc et le reste de l'Afrique, ce n'est pas qu'une question de business et d'affaires, c'est une question de lien historique, symbolique, que nous avons, nous tous, la nouvelle génération, la responsabilité de perpétuer. Justement, et pour comprendre l'ampleur, la profondeur et l'histoire de ces liens, je vous conseille ce livre pour les jeunes et moins jeunes, qui revient sur l'histoire des relations du Maroc avec son continent. Et c'est un livre, je trouve, incontournable. C'est un document où on comprend beaucoup de choses, on comprend son passé, on se projette dans l'avenir. Merci beaucoup, Bakary Sambé, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et j'espère vous recevoir bientôt. De toute façon, on vous voit souvent régulièrement sur les écrans pour votre chronique. Merci beaucoup et bon retour à Dakar. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.